quoi tu penses ? Une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Alors, lors de notre précédente émission, nous avons pu établir, en nous appuyant sur l'ouvrage d'Erich Fromm, Le langage oublié, que mythes et contes et rêves possèdent des caractéristiques communes, notamment à travers l'usage qu'ils font du langage symbolique. Un langage symbolique qui en appelle à notre capacité d'analyse et d'interprétation, afin de nous permettre de révéler les images clandestines de notre vie intérieure ou de comprendre ce qui constitue la condition d'être humain. Alors poursuivons aujourd'hui nos investigations dans les méandres de nos rêves. Alors le psychanalyste Carl Gustav Jung explique, je le cite, que la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide d'un matériel onirique qui, d'une façon subtile, reconstitue l'équilibre total de notre psychisme tout entier. Donc cette fonction réparatrice et compensatoire du rêve est également bien présente chez Erich Fromm, même s'il voit d'autres fonctions au rêve. Oui, c'est une jolie définition de Jung. Déjà, je vois un rapport avec ce que dit Erich Fromm, que enfin dans le rêve, on peut vraiment voir clairement les choses parce que tout le parasitage de la vie extérieure est désamorcé. Donc toute notre vie psychique est enfin révélée, dévoilée. Et chez Erich Fromm, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que il est très nuancé. Il ne dit pas, par exemple, chez Freud, il est clair que le rêve, c'est l'expression d'une pulsion inassouvie qu'on réalise dans le monde virtuel, faute de l'assouvir. Quelque chose qui nous échapperait malgré nous, en fait, pas dans un Tout autre. Tout à fait, et qui est toujours quand même un déchaînement un peu des pulsions les plus basses. On a aussi toute une tradition dans la tradition religieuse des songes, où vraiment nous sommes avertis par les puissances angéliques les plus hautes de telle ou telle chose à faire. Il y a toute une tradition, même d'ailleurs dans la clé des songes de Artémidore, texte je crois 3e siècle avant Jésus-Christ ou 5e, je sais plus. Il y a vraiment l'idée du songe, et vraiment le songe est là pour nous avertir. Une puissance spirituelle haute qui est là pour nous alerter. Et en fait, Fromm dit que ça peut être tout ça et autre chose. Et donc, on revient à cette responsabilité d'interpréter, de discerner d'où vient notre rêve. C'est que le rêve peut avoir plusieurs fonctions. Et il nous revient, il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant et de se dire que, de prendre à la lettre ce que dit le rêve, mais bien de discerner laquelle de ces trois fonctions, le rêve est investi. Donc il y a pour lui trois fonctions. Il y a souvent, c'est ternaire un peu chez Erich Fromm, mais c'est très reposant d'ailleurs pour l'esprit. On a une première fonction compensatoire. Il s'entend avec Freud, par exemple, de satisfaction virtuelle des pulsions, des désirs non assouvis, non réalisés, non réalisables dans la veille, pour soulager un peu le sujet de sa pression. Donc c'est un peu la fonction cathartique. Je ne peux pas assouvir pour des raisons morales mes désirs irrationnels, donc je les satisfais virtuellement, de façon hallucinatoire dans mes rêves. On se sent mieux, voilà, ça fait du bien. Là, on draine un peu, on vidange un petit peu le psychisme sous pression grâce aux rêves. Donc il ne s'agirait pas, voilà, ici, il faut reconnaître au rêve cette fonction-là aussi. Mais ça n'est pas la seule, parce que Erich Fromm n'est pas partisan comme Freud, que l'inconscient d'ailleurs est l'expression des pulsions les plus basses, comme chez Freud, ça n'est qu'une des trois fonctions. Il y a d'ailleurs un autre exemple qui donne pour cette fonction compensatoire, c'est aussi par exemple on a soif pendant notre sommeil, et donc on va rêver qu'on rêve. Le psychisme va essayer comme dit Jung, d'équilibrer, de compenser un déséquilibre. Mais les autres fonctions, oui. Les autres fonctions, c'est celle qu'on a vue dans le premier volet de l'émission. C'est cette fonction photographique absolument virtuose où là, nous sommes des grands artistes, ou plutôt notre inconscient est un grand artiste. Lorsque le rêve met en image de façon adéquate, merveilleusement adéquate, notre vie intérieure. Donc là, on a vraiment une fonction photographique, virtuose, de dévoilement par la mise en image de ce que nous ressentons et que nous sommes incapables d'exprimer. Nous balbutions à demi-mots et nos mots sont tellement pauvres et desséchés par rapport à l'ampleur de notre Stimmung, comme disent les Allemands. D'ailleurs, Fromm dit que effectivement, on peut être assez désemparé, ne pas être, par exemple, avoir des facilités pour écrire, mais que dans le rêve, on peut se révéler un grand créateur, un artiste accompli finalement, et que il donne l'exemple d'une personne comme ça assez austère qui, dans ses rêves, s'il les reportait par écrit, serait capable d'écrire des nouvelles dignes de Kafka, alors qu'à l'état
conscient et éveillé, il en est totalement incapable. Oui, toute la question est de savoir prendre au sérieux ce matériau au point d'y accorder du temps pour le rédiger et le reporter. Tout à fait le souci de cette vie intérieure qui nous plonge trop dans l'embarras. Et donc cette fonction photographique, elle est intéressante parce que soit nous n'arrivons pas à l'exprimer, à le mettre en mots par l'indigence de notre vocabulaire pour dire notre vie intérieure, soit nous sommes beaucoup trop parasités par le monde extérieur parce qu'on a à faire, par les exigences du faire, et donc on n'est pas nous-mêmes au courant de ce que nous ressentons. Dans ce cas-là, le rêve va nous dévoiler le panorama de notre vie intérieure avec une totalité, une perfection que notre parasitage rendait impossible par nous-mêmes pendant le jour. Et puis il y a aussi, elle est belle, aussi cette troisième fonction, elle rejoint le songe traditionnel, antique, la fonction pédagogique. C'est moi qui l'appelle comme ça, une fonction d'enseignement. Le rêve est là parfois pour nous avertir que nous prenons un mauvais chemin, pour nous enseigner quelque chose. Donc évidemment, c'est là où il s'agit de prendre au sérieux. Il donne des conseils, il est de sagesse, d'avertissement. C'est le fameux songe, la distinction entre le songe et le rêve. Ouais. Ce genre de rêve avertit le dormeur qu'il se trompe dans sa vie de veille ou le conseille sur la conduite à tenir. Donc là, effectivement, il ne s'agit pas de prendre un songe et un rêve qui a une fonction d'enseignement pour un rêve de simple satisfaction de ses pulsions hallucinatoires. Où il ne s'agit pas de prendre le rêve qui a une fonction photographique pour un rêve d'enseignement. Même si le fait même, moi je trouve que les deux photographiques et enseignement sont un peu liés parce que le fait même de nous montrer dans la totalité ce que nous ressentons et ce que nous n'arrivons pas pleinement à voir dans la veille, c'est déjà pédagogique. Dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality, and my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. Alors après cette approche un peu théorique autour des différentes fonctions du rêve que nous venons d'évoquer, nous allons tâcher d'expliciter les choses peut-être à travers un certain nombre d'exemples qui vont essayer d'illustrer ou de rendre un peu plus parlant notre échange. Alors le premier exemple, justement, en quoi consiste-t-il et qu'est-ce que pourriez nous donner comme élément pour déjà rentrer dedans? Alors il s'agit le rêve d'un écrivain qui vient d'être faite l'offre d'un travail qui est bien rémunéré que celui de sa situation actuelle. Mais le problème, c'est que pour gagner cet argent, il serait contraint d'écrire des choses qu'il ne pense pas. Donc il bafouerait son intégrité personnelle. Mais quand même, il est très tenté, parce qu'il y a beaucoup d'argent et de prestige en jeu. Et donc, il essaie de se convaincre le jour de se convaincre lui-même. Il se donne des arguments bien typiques. Et puis, au fond, à force de se donner des arguments, de se dire quand même, tu vois les choses trop en noir, que c'est bien, les concessions sont vraiment minimes, et puis il minimise le dilemme moral, et à la fin de la journée, il en vient à se dire que c'est presque un devoir moral que d'accepter ce travail. Donc quelque part, il se ment à lui-même. Donc le rêve intervient, c'est là où, la nuit même de cette décision qu'il a prise, le rêve suivant intervient. J'étais assis dans une voiture, au pied d'une haute montagne, au sommet de laquelle semblait mener une route étroite,
raide, abrupte. J'hésitais à l'emprunter car le sentier paraissait très dangereux. Mais un homme était là, près de ma voiture, me pressant de gravir cette route et de ne pas avoir peur. Je l'écoutais et décidai de suivre son conseil. Je grimpais, les embûches du chemin se multipliaient. Je ne pouvais m'arrêter pourtant car il était impossible de faire demi-tour. Arrivé près du sommet, le moteur se bloqua, les freins ne voulaient pas fonctionner, la voiture fit marche arrière et roula dans un précipice. Je m'éveillai en sursaut, plein d'effroi. Il faut ici, pour permettre la pleine compréhension, indiquer une association d'idées. Le rêveur dit en effet que l'homme qui l'avait engagé à emprunter la route de montagne était un ancien ami, peintre, qui avait liquidé son affaire pour devenir portraitiste à la mode, qui, certes, avait fait fortune, mais avait dû, en même temps, renoncer à toute création. Il savait que, en dépit de son succès, cet homme était malheureux et souffrait de ne pouvoir exprimer sa personnalité d'artiste. Dès lors, comprendre le rêve n'est pas difficile. La montagne au flanc abrupt que l'écrivain doit gravir est l'expression symbolique de la carrière de succès qu'il est invité à choisir. Dans son rêve, il sait que le chemin est périlleux. Il sait, dans son rêve, qu'une décision ne le mènera qu'à la ruine. Une ruine que le songe présente comme la destruction de son moi physique, symbolisant la destruction de son moi intellectuel et spirituel. Conscient que, souvent, nous savons plus dans les songes que dans la vie éveillée, le rêveur était suffisamment ébranlé par le rêve qui s'agitait en son esprit plein de brume pour être capable de voir clairement l'alternative et de prendre une décision qui conserve intacte sa personnalité en refusant la tentation alléchante qui, nonobstant, conduit à la ruine. Donc là, on voit bien que celui qui enseigne, c'est le rêveur lui-même, qui s'enseigne à lui-même. Donc c'est une part de lui, il a accès à la part de lui qui est parfaitement au courant des tenants et des aboutissants, mais que sa dimension de veille est incapable de voir parce qu'il est entièrement parasité. Il possède en lui-même toutes les réponses, mais il n'y a pas véritablement accès, il n'y a accès que dans le rêve. Parce qu'il y a trop les soucis d'argent, des désirs de gloire, il y a trop de choses qui viennent parasiter la vie intérieure qui, elle, sait très bien qu'une personnalité se doit d'être préservée. Ça, peut-être, on pourrait proposer d'ailleurs une interprétation sur les songes. Lorsque on dit qu'un ange est venu visiter Joseph en rêve, etc., on pourrait dire aussi que c'est la partie la plus avertie de nous-mêmes qui est au courant, qui vient nous visiter. Donc là, ici, c'est le rêveur qui lui-même, la sagesse de l'inconscient, qui vient avertir le rêveur. On voit aussi parfaitement à l'œuvre le symbole comme expression par des matériaux physiques de la vie invisible, de la vie intérieure. La mort ici, la destruction, l'accident de voiture est le symbole d'une destruction non pas du corps physique, mais du corps intellectuel, du corps spirituel, du moi, de la personnalité. Donc on voit vraiment ici à l'œuvre ce qu'est un symbole. Donc ici, ce que le rêveur était incapable de voir, c'est-à-dire qu'il allait à sa ruine en acceptant cette décision, parce qu'il avait de très bonnes raisons d'accepter dans le monde de la veille, clairement, son inconscient lui dit, l'avertit par un rêve effrayant qu'il risque, qu'il va à sa propre ruine. Oui, de perdre sa personnalité finalement et de s'engager dans une voie qui n'est pas souhaitable pour lui, qui ne correspond pas à son identité profonde. Tout à fait. Et donc ici, il y a deux solutions. Soit on prend le rêve au sérieux, l'effroi que provoque ce rêve au sérieux et on décide de prendre acte, soit on ne prend pas au sérieux et qu'on décide de suivre sa mauvaise foi, puisqu'il s'agit ici de mauvaise foi. Il y a un autre mécanisme qui est à l'œuvre, c'est cette fameuse association. Le fait qu'on ne comprend pas ce rêve, si on ne sait pas que le personnage qui l'invite à gravir cette pente semée d'embûches, c'est un personnage c'est un ami du peintre qui a lui-même, qui s'est lui-même compromis, qui a lui-même sacrifié son art au profit de l'argent. Donc évidemment, il y a quelque chose de la vie, de la biographie du rêveur qui est extrêmement importante. C'est son association à lui qui permet de comprendre pleinement ce rêve. Porteuse de sens. Il y a une autre fonction compensatoire. On n'a pas d'exemple. Enfin, on n'a pas d'exemple lu. Fromm raconte un de ses patients, puisqu'il est psychanalyste, comme vous l'avez dit, qui rêve qu'il chevauche un cheval de bataille blanc.
Et donc il est avec un plumet sur la tête et qui danse avec le cheval et qui côtoie Napoléon. Donc là on voit clairement se profiler, on voit clairement se profiler le rêve à la fonction pleinement compensatoire. Hein. C'est un homme qui a été humilié toute sa vie, qui a eu une enfance difficile où il se sentait rejeté. Donc ici le rêve lui offre une heure de gloire qu'il ne vit pas dans le monde réel pour justement assurer la survie de la vie psychique. Et on a clairement ici une fonction compensatoire, là ici égotique, narcissique, qui permet au sujet de tenir dans un monde de veille qui ne lui offre pas cette satisfaction. Alors on va écouter un deuxième extrait dont on rediscute après, qui nous permettra d'évoquer une autre fonction du rêve. Une fillette de 15 ans qui avait grandi dans les conditions les plus navrantes et les plus inhumaines. Son père, violent, alcoolique, la battait. Sa mère, peu sérieuse, s'enfuyait régulièrement avec d'autres hommes. Pas de nourriture, pas de vêtements, la malpropreté, avait essayé de se suicider à 10 ans. Elle réitéra 5 fois encore sa tentative. Très souvent, aussi loin qu'elle peut se souvenir, elle fait le rêve que voici. Je suis au fond d'un puits. J'essaie de me hisser pour remonter. J'ai déjà atteint la margelle sur laquelle je crispe mes mains quand quelqu'un surgit qui me frappe. Je lâche prise et retombe au fond du puits. Le rêve exige à peine d'être expliqué. Il exprime pleinement le drame de sa vie d'enfant, ce qui lui advint et comment elle l'éprouva. Le retour périodique du rêve nous fait supposer que la situation du rêve est le thème central de la vie de la jeune fille et que, partant, ce songe exprime une conviction si profonde, tellement inaltérable, que nous pourrions comprendre pourquoi elle a essayé, à plusieurs reprises, d'attenter à ses jours. Oui, donc ici on a le cas d'un rêve qui a purement et simplement une fonction photographique. Le rêve exprime de façon imagée à la perfection ce que ressent la fillette et non pas ce qu'elle a ressenti une journée à l'occasion de tel événement sporadique, mais vraiment, c'est vraiment une lame de fond. Le texte dit le thème central de sa vie, c'est le noyau forgé à partir d'un quotidien qui est toujours le même jour après jour et qui forge en elle cette situation désespérée, cette impression de tomber, d'essayer de sortir d'un puits dans lequel on la replonge à chaque fois. On a ici la clé de ces tentatives de suicide si précoces. Sans ce genre de rêve qui nous donne accès à sa vie intérieure, on pourrait s'étonner, dire quand même une enfant, pourquoi tant de désespoir? À la lumière de ce rêve, on comprend. Et il y a aussi, ce rêve nous permet aussi d'aborder le cas des rêves récurrents, en tout cas très mystérieux. On rêve non pas une fois, mais ce rêve qui revient, ce rêve qu'on fait souvent, singulier et pénétrant d'un rêve. Et alors, il y a 2 cas de figure. Soit ce rêve est stagnant, dans le cas malheureusement de cette petite fille. Elle, sans cesse, elle tente de remonter du puits, sans cesse on la replonge. Donc ça veut dire que la vie psychique stagne. Mais on fait aussi, peut-être vous en avez fait vous-même l'expérience, ces rêves récurrents où quelque chose bouge. Il y a toujours un thème qui est toujours le même, mais il y a aussi d'autres éléments dans le thème qui évoluent. Donc il y a ici, donc dans ce genre de rêve, la présence d'un thème récurrent, dans peut-être un thème central de la vie du rêveur, mais la vie psychique évolue. Il y a du mouvement, il n'y a pas de stagnation. Donc ça veut dire que le personnage, le rêveur n'est pas pris prisonnier, que sa vie respire, que sa vie intérieure respire et que il grandit et c'est tant mieux. Et on voit aussi enfin à quel point on peut quand même distinguer la fonction photographique de la fonction d'enseignement. Ici, le rêve n'enseigne rien, il ne donne aucune clé à la jeune fille pour s'en sortir. Il n'a purement... C'est juste la réitération tout à fait, de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. On voit quand même la différence avec le rêve de l'écrivain, où vraiment le rêve l'avertissait, lui donne les clés d'une décision à mettre en place dans la vie pratique. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et même, et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir
en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore, son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tuées. Alors on l'aura compris, un travail d'interprétation est nécessaire pour entrer dans la compréhension du rêve et dans le langage symbolique qu'ils utilisent. Il paraît aussi assez clair que finalement personne d'autre que nous-mêmes ne peut, pour ce qui est du rêve, ne peut entreprendre ce minutieux travail de décryptage. Et d'ailleurs, on parle toujours d'interprétation des rêves, mais je sais que Fromm n'aime pas beaucoup finalement ce terme d'interprétation. Il préfère le terme de lecture, puisque c'est comme une langue, donc la langue a rapport avec la lecture, et c'est donc aussi quelque chose qui s'apprend. Oui, c'est vrai, c'est un déchiffrage. On doit apprendre notre grammaire et notre syntaxe, et après, on lira nos rêves comme on lira une lettre. Donc, c'est là effectivement où c'est peut-être une différence avec d'autres penseurs. En tout cas, c'est nécessaire cette lettre nous est destinée à nous. Certes, il y a les présences d'éléments symboliques universels qui font que si, par exemple, vous me dites que vous avez rêvé d'un marais d'eau croupie, il est clair que ça sera pas le même pas très engageant pour qu'un ruisseau d'eau limpide, certes. Mais du fait de ce mécanisme d'association qui fait que certaines figures ou certains objets vont être présents dans les rêves, et ça fera peut-être la différence avec les contes et les mythes, vont être présents dans les rêves parce que nous avons connu tel ou tel objet, ou que cet objet est apparu dans dans le jour même où nous avons fait le rêve, ou que cet objet est chargé pour nous de signification. C'est aussi pour ça que seuls nous sommes, personne d'autre que nous-mêmes ne sera capable d'interpréter les rêves. Par exemple, un homme qui rêve de son patron, dont le visage est un mélange de son père et de son patron, et cet homme tente de le tuer dans son rêve. Si on ne sait pas, si l'analyste avec lequel il fait sa thérapie, ou c'est la personne avec laquelle il raconte ce rêve, ne sait pas que cet homme a eu peur de son père toute sa vie, et que le jour même, mécanisme d'association, il s'est fait remonter les bretelles par son patron, le rêve n'aura pas de signification. Ici, il y a vraiment un mélange, ici une association. Ce patron fait ressurgir la terreur de l'enfant pour le père, et donc la peur de la figure autoritaire. Donc, la première étape, pour entrer vraiment dans le travail de pratique, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on lit ces lettres que sont les rêves? Il faut trouver le point d'accroche du rêve avec le réel. Qu'est-ce qui fait que j'ai rêvé de ça précisément ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui a déclenché, qui a été l'élément déclencheur, le point d'accroche du rêve avec le réel? Et puis il y a d'autres mécanismes qui font, et là il se rapporte au travail de Freud, il y a d'autres mécanismes qui font que c'est pas si simple d'interpréter ou d'analyser son rêve, et qu'il y a une dimension de secret, de voilement, le rêve se dérobe, le sens se dérobe à nous. Il y a 3 mécanismes. Un mécanisme qu'il appelle de condensation. Ça, c'est ce que dit Freud, donc. Tout à fait. Mécanisme de déplacement et un mécanisme d'élaboration secondaire. Alors, ce sera très clair, je vais l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, le mécanisme de condensation. En fait, selon Freud, surtout chez Freud, parce que du coup, c'est assez inavouable, notre inconscient est totalement inavouable, et donc on peut pas s'avouer à nous-mêmes qu'on a rêvé d'être cité, qui est sourde dans notre inconscient. Donc il y a 2 rêves. Il y a le rêve manifeste, c'est-à-dire celui qui est avouable, celui dont on se souvient au réveil, parce qu'il est moralement acceptable. Et puis il y a le vrai rêve, le rêve latent, le rêve caché, qui se dérobe à notre surmoi, à notre conscience. Et donc, ce rêve-là est caché, il va falloir le débusquer. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail d'interprétation chez Freud beaucoup plus que chez Erich Fromm, parce que chez Erich Fromm, il y a moins cette idée de dimension inavouable des rêves, qui sont uniquement l'expression de nos pulsions irrationnelles. Donc nous n'avons accès à la version expurgée de nos rêves. Donc il s'agit de débusquer le vrai rêve, celui qui est sous notre traduction morale. Il y a un autre mécanisme qui est le déplacement. Selon Freud, il y a quelque chose qui est la clé du rêve, qui en fait sera dans notre lecture totalement banal, au point que nous allons peut-être oublier de le dire. Donc les éléments secondaires, ce qui est secondaire dans notre récit en fait est essentiel.
Donc attention aux éléments secondaires. Et puis, attention aux réflexes mécanismes d'élaboration secondaire. Nous avons tendance, vous parliez du poète, de ce fonctionnaire qui peut être un grand poète. Le problème, c'est que nous avons tendance au réveil à reconstituer un tissu rationnel et raisonnable autour d'une trame qui est discontinue. Et donc, il s'agit d'être fidèle à la façon dont les événements se déroulent dans le rêve et pas essayer de reconstituer. On se rassure, en fait, en reconstituant les choses. Donc, vraiment laisser être fidèle au tissu du rêve. Alors nous arrivons au terme de ces émissions consacrées aux différents aspects du langage symbolique, en compagnie donc d'Erich Fromm. Nous aurons le plaisir de nous retrouver le mois prochain pour aborder plus directement la question du mythe. À très bientôt.